Salut, c'est Alexis, vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Semaine après semaine, je reçois les personnes les plus intéressantes de cet écosystème en plein essor. Pour ce 85e épisode du podcast, je reçois Elliot Pierret, avec qui on va parler de la Power Platform de Microsoft. Allez, c'est parti. Salut Elliot, merci de répondre à mes questions pour le podcast de Contournement. Tu es Cloud Solution Architect chez Microsoft et tu animes une chaîne YouTube dédiée à la Power Platform. Donc tu es vraiment bien placé pour nous parler du no-code chez Microsoft. C'est quelque chose finalement qu'on aborde, je trouve, assez peu dans la communauté no-code, alors qu'il y a plein de choses à évoquer. Un écosystème vraiment complet qui est en train d'émerger chez Microsoft, déjà depuis quelques années. Toute une partie aussi low-code, enfin tu vas nous expliquer un peu tout ça. Avant de faire une plongée en profondeur dans cet univers, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Avec plaisir. Donc, bonjour tout le monde. Donc, comme tu l'as expliqué, je suis Solution Architect chez Microsoft. Solution Architect chez Microsoft, qu'est-ce que ça veut dire? Si on essaie de démystifier le terme, c'est en fait finalement, on est des personnes qui ont une expertise technique sur un sujet. Ça peut être Azure, le cloud Microsoft, ça peut être Power Platform. Et l'idée, c'est que derrière, on est capable de pouvoir recommander techniquement les bonnes solutions aux clients en fonction de certains scénarios et derrière de s'assurer qu'ils vont faire un bon usage de nos technologies, de pouvoir les exploiter aussi au maximum en connaissant toutes les fonctionnalités qui se cachent derrière, par exemple Microsoft Teams. Finalement, c'est pas que du chat et de la vidéo, il y a plein de choses derrière, et de pouvoir les accompagner là-dedans sur le long terme, et ensuite de pouvoir aussi leur présenter les nouveautés et toutes ces choses-là. Et on est en général assigné à des clients pour les accompagner vraiment sur un plan long terme de l'usage de la technologie sur laquelle ils ont choisi d'investir. Et ça fait maintenant 4 ans que je travaille chez Microsoft et 2 ans et demi où je suis essentiellement acteur sur Power Platform, du coup la plateforme low-code, no-code de Microsoft. Est-ce que tu peux nous parler juste un petit peu de ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené là justement ? Carrément. Du coup, moi, j'ai fait une école de commerce assez classique. Déjà, c'est assez intéressant parce que je viens d'un monde business et je travaille aujourd'hui dans une équipe qui est vraiment technique, donc des équipes très très pointues là-dessus. Et donc, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait des stages. J'ai commencé chez HP, donc du coup dans l'informatique. Et après ça, j'ai plutôt eu envie de développer un parcours plus orienté SaaS. Et c'est là que j'ai rejoint Microsoft dans les équipes qu'on appelle Customer Success, donc dédié au succès des projets clients. Et ça fait maintenant aujourd'hui 4 ans que j'interviens là-dessus. Donc à la base, pas du tout de dev, pas du tout... enfin, Absolument pas. C'est vraiment chez Microsoft, il y a vraiment une logique de culture apprenante où finalement tu peux venir d'un parcours complètement différent et te former à des technos. Et j'ai choisi là plutôt le côté low code, no code. Et derrière, en fait, ça te permet de passer sur des rôles techniques si tu en as envie. c'est intéressant parce que du coup, tu incarnes aussi bien le profil potentiellement du citizen developer ou un peu justement de l'utilisateur vraiment des produits no code et low code, quoi, on va dire, qu'on va expliciter un petit peu plus, quoi. C'est ça, enfin moi à la base, je peux me juger vraiment comme un citizen dev, c'est-à-dire avant Power Platform, j'avais jamais écrit d'app, j'avais jamais écrit d'automatisation, et finalement c'est ces outils-là qui m'ont un petit peu mis le pied à l'étrier pour commencer à développer en low code, et aussi aujourd'hui, tu vois, de pouvoir tendre une expertise plus sur des sujets très pointus qu'on peut toucher sur des équipes, avec des équipes par exemple Azure chez Microsoft, ça peut être de la MFA par exemple, de la Sécu, de la LM, enfin finalement des sujets qui m'étaient totalement inconnus il y a encore quelques temps. Ouais. Bon, je pense ils sont aussi pas mal inconnus à nos auditeurs. Quand tu dis les acronymes comme ça, il faudrait que tu nous expliques Oui, un petit peu tout ça. Mais justement, je pense qu'on va avoir l'occasion de revenir un peu tout ça. Déjà, avant qu'on parle plus de Power Platform, explique-nous qu'est-ce que c'est concrètement et qu'est-ce que ça regroupe, parce que les auditeurs ont peut-être entendu parler de Power Apps, de Power Automate, et en fait, donc tout ça est englobé, si je comprends bien, dans Power Platform. Je te laisse nous en dire plus. c'est ça. En fait, pour faire un petit peu la petite histoire de Power Platform, comment ça a débuté il y a environ 4 ans, quand donc, finalement ça montre déjà que Microsoft est un acteur, j'ai envie de dire aujourd'hui plutôt ancien sur le low-code, Ouais, c'est parce que vrai. ça fait déjà 4 ans. Et en fait, ça a débuté plutôt sur une vision qui était Citizens Developer, qui est un terme qu'on emploie beaucoup chez Microsoft et qui est aussi présent malgré tout sur le marché, donc de cibler des personnes qui n'avaient jamais créé d'application ou d'automatisation avant. Et finalement, on avait déjà un produit qui commençait par Power, qui s'appelle Power BI, qui est très connu sur le marché, qui est vraiment reconnu comme étant le leader incontestable sur la business intelligence. Et en fait, suite à ça,
Microsoft, bon, il y a un produit qu'on connaît tous, c'est Office 365, qui est déployé dans, je dirais, plus de 90% des organisations dans le monde. Et aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé, enfin plutôt il y a 4 ans, c'est qu'à l'intérieur d'Office 365, tu avais la possibilité d'utiliser Power Apps, création d'applications en low-code. Donc c'est un peu le deuxième produit qui a émergé ensuite et qui est encore aujourd'hui vraiment le produit star du moment et qui permet de créer des applications internes à l'organisation pour commencer à moderniser des processus. Quand tu parles d'application, peut-être juste un ou deux exemples avant de continuer. Ouais, en Enfin, application, par ouais. exemple, des applications qu'on a vu beaucoup de fois, qui sont très utilisées, c'est par exemple, on a dans les grandes organisations, tu as souvent des solutions pour poser des jours de congé. Bah, en fait, finalement, souvent, ces solutions-là sont assez anciennes, avec des interfaces pas très intuitives. Et en fait, tu viens vraiment mettre une application en front de cette application, donc devant l'ancienne, pour la moderniser et simplifier le processus. Et là, tu peux aussi avoir, par exemple, des choses comme on a travaillé avec des banques qui ont des ATM, donc des distributeurs de billets ou pour retirer de l'argent. Et en fait, ben, ce qu'ils ont fait, ils ont fait des power-ups pour leurs employés qui peuvent prendre en photo les ATM cassés et remonter à la maintenance, par exemple. Donc, on a vu beaucoup de Ok. cas d'usage comme ça. C'est marrant parce que, enfin, j'ai une petite aparté sur quand tu parles de l'exemple de la gestion des absences, je pense que énormément de sociétés, moi je sais que ça a été le cas dans plusieurs sociétés où j'ai travaillé, gèrent ça avec Excel, qui est aussi évidemment un produit Microsoft phare. Et c'est marrant comment, bah, du coup, quelque part, Power Apps permet de remplacer un autre outil de Microsoft. Mais tu vois, c'est un peu cette évolution. Parce que nous, forcément, je te dis ça aussi, parce que nous, on parle beaucoup d'Airtable, tu vois, comme C'est ça. d'un outil qui remplace Excel dans certains cas, par exemple la gestion des absences. Ça me fait marrer parce que j'ai fait une vidéo là-dessus du coup sur notre chaîne YouTube il y a quelques semaines. Mais c'est intéressant aussi de voir que cette problématique finalement, elle est aussi remplacée par des outils Microsoft, quoi. Ben, en fait, Power Apps aujourd'hui, on peut dire que tu peux le voir comme un modernisateur d'Excel ou un Excel killer, parce que Microsoft, on a aussi, je pense, vu le potentiel d'Airtable et de solutions concurrentes. Et en fait, nous, on a une solution qui s'appelle Dataverse, qui est finalement, on peut l'appeler un concurrent d'Airtable, et qui fait plus ou moins la même chose. Et je reviens juste sur la petite aparté du coup sur Power Apps. Donc Power Apps, tu vois, il a émergé il y a environ 4 ans. Mmh. Il a été massivement adopté grâce à Office 365. On avait Ok. vraiment, on a utilisé la base installée pour pouvoir développer une nouvelle ligne de produits, si tu veux. Ouais. Et ensuite de là a automatiquement émergé Power Automate, qui est l'équivalent de ce que tu vas avoir dans un Zapier, dans un Make, aka anciennement Integromat. Mmh. Et en fait, c'est ces deux produits-là qui sont maintenant phares et qui sont tellement connectés. Et ensuite, tu as eu des outils comme Power Virtual Agent qui ont permis de créer des chatbots en low-code. Tu as aussi AI Builder, donc on embarque de l'intelligence artificielle en no-code dans Power Platform. Et donc tous ces produits-là qui ont, comme tu l'as très bien dit avant, créé la Power Platform avec au début un angle vraiment citizens dev. Aujourd'hui, cette réputation, elle s'est plutôt faite sur le marché. Maintenant, on est aussi en train d'aller plutôt cibler aussi des développeurs professionnels, parce que finalement, en fait, tu peux être un pro-développeur et utiliser le low-code pour faire certains cas d'usage, ou même travailler avec un citizen dev. Typiquement, on a eu des cas d'utilisation chez des clients où on avait besoin de lire des QR codes. Et PowerApps te permet de lire Mmh. des QR codes, mais pas tous les QR codes. En fait, j'ai appris ça, il existe des dizaines de types de QR codes. Des standards, ouais. Et en fait, ben, on avait le use case, on avait l'app, tout était prêt, mais on n'arrivait pas à lire les QR codes. Et à ce moment-là, le Citizens Dev, il est allé voir un pro dev qui lui a créé un composant de code. Alors, ne me demandez clairement pas comment Mmh. ils l'ont fait, mais ils ont réussi à faire ça. Et ils ont mis ensuite le composant de code dans l'app qui te permet de lire les QR codes. Donc, c'est vraiment la jointure entre le pro dev et le Citizens Dev avec le low code. Et c'est aujourd'hui ça la vision de Microsoft. C'est vraiment de pouvoir proposer tout ça, toute la plateforme à différentes populations, et en plus d'avoir une plateforme 100% intégrée, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé, par exemple, quand tu utilises Airtable, bon, ben, si tu veux automatiser, tu as des petites choses, mais sinon tu es souvent obligé de passer par les API. Ben, en fait, finalement, on Mmh. regroupe tout dans une plateforme, et après, on peut aussi solliciter des API pour d'autres solutions. Et alors, juste pour bien comprendre, et après on rentrera un petit peu plus dans chaque outil justement, parce que c'est intéressant. Comment j'y accède? Tu vois, moi, est-ce que il faut que j'ai un compte Office 365? Est-ce qu'il y a un compte Power Platform? Est-ce que c'est un site séparé? Je sais pas, enfin. Hmm. Alors, c'est une très bonne question.
Donc pour démarrer, en fait, c'est super simple. Tu peux avoir ce qu'on appelle des développeurs plans. Tu tapes sur ton moteur de recherche préféré, tu tapes développeur plan et Power Apps, et en fait tu as accès à un trial de 90 jours qui te permet d'utiliser l'ensemble de la plateforme et de voir à quoi ça ressemble. C'est Ok. par exemple, moi personnellement, quand je fais des démonstrations, j'utilise souvent ça parce qu'en fait j'ai accès à tout le stack. Donc c'est-à-dire ce que j'appelle le stack, c'est Power Apps, enfin Power Platform, Hmm. Office 365, Azure, et je peux vraiment faire plein de choses. Et après, si tu es en entreprise, et ben en fait, si tu as un compte Office 365, tu as souvent Power Apps, Power Automate qui est disponible dedans, où tu vas pouvoir commencer à prendre en main ces outils-là. Tu vas aussi être limité après pour passer sur des plans payants, et la limite, elle se fait souvent sur l'utilisation de certains connecteurs. Par exemple, tu veux créer une application qui est connectée à un CRM comme Salesforce, tu vas avoir besoin d'avoir un plan payant. Et tu démarres en allant sur le portail Office, donc www.portal.office.com, et là tu peux chercher en haut à gauche, tu as une petite barre qui s'appelle App, tu cliques et là tu vois Power Apps. Et il y a un truc il y a 2 points, déjà il y a un truc qui me semble, c'est quand même, très accessible en termes de prix. Heu, enfin, à la limite, on laissera les gens, un peu aller regarder et puis souvent c'est déjà intégré comme tu disais, enfin, souvent des gens, ils ont déjà accès en fait à ça via leur abonnement Office, en tout cas dans les entreprises, quoi. En tout cas à certains des outils, quoi. C'est absolument ça. Moi, si tu veux, j'ai rencontré maintenant, je dirais, plus d'une cinquantaine de clients qui ont utilisé et qui démarrent sur Power Platform avec des niveaux de maturité très différents. Et ce que je remarque souvent, le point commun qu'ils ont, c'est que très souvent, Power Platform a démarré d'Office 365. Et en fait, tu remarques que sur des organisations, étant donné qu'on cible vraiment des entreprises CAC 40, Nasdaq, ben finalement, tu remarques que c'est des entreprises globales. Donc tu vas par Mmh. exemple prendre une entreprise qui a des filiales partout dans le monde. Et en fait, tu remarques que Power Apps, il a débuté au fin fond du Mexique, où tu as une personne qui a commencé à créer une Mmh. app. Cette app, finalement, elle a été communiquée. Elle est peut-être devenue même critique parfois. Tu as un autre pays qui démarre comme ça, comme ça. Et au final, tu as 3-4 use cases qui émergent et qui ont démarré dans Office. Et c'est souvent de là que ça démarre et après ça prend de l'ampleur et c'est là après qu'on passe sur des plans payants en général pour commencer à vraiment mettre une démarche low-code dans l'entreprise. Et c'est ça quand même qu'il faut dire qui est assez, incroyable avec ce dont on parle, c'est que Microsoft, en général, on va dire, que ce soit Windows ou surtout Office, est présent déjà, je sais plus combien c'est, 1 000 000 d'utilisateurs, je crois, quelque chose comme ça. J'ai vu des chiffres il y a pas très longtemps, peut-être même plus. Ouais, c'est Là possible. où, la plupart des outils, no code, bon, on est au mieux une centaine de millions d'utilisateurs, ce qui est déjà énorme. Je crois que Airtable ou Notion, c'est dans ces eaux-là, entre 50 et 100 millions. Et en fait, tout le monde déjà utilise Microsoft. Et donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a limite un extraordinaire levier pour embarquer les gens à utiliser des outils de programmation visuelle ou de no-code, low-code, grâce à ça, quoi, en fait. C'est-à-dire que les gens, en fait, le savent pas forcément, mais ils ont déjà accès, alors que probablement leur département informatique, peut-être leur bloque accès à Zapier ou à Integromat. Là, je parle dans des contextes un peu entreprise, mais peut-être qu'ils peuvent déjà automatiser, par exemple, avec Power Automate, quoi. Exact. En fait, si tu veux, c'est vrai que la force de Power Platform et aussi le différenciant, c'est que lorsque tu vas, moi, je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui existe sur le marché. J'ai regardé Glide, j'ai regardé Bubble, j'ai un petit peu touché à tous les outils. Je suis loin d'avoir un très bon niveau, mais j'ai pu comprendre comment Hmm. ça fonctionnait. Et la limite, on va dire, c'est que ça reste des ciblés end-user, ou plutôt aujourd'hui, je dirais startup slash PME. Euh, et, euh, et la différence, c'est pour le coup, sur des outils comme Microsoft, tu vas être capable, déjà, tu arrives en tant que Microsoft pour voir une DSI, et tout de suite, tu es rassuré au niveau de la sécurité, au niveau de la gouvernance, etc. Hmm. Et aujourd'hui, donc ouais, tu as cette possibilité-là qui te permet en fait de toucher beaucoup de monde parce que tu arrives avec un produit où le low-code, ça peut faire extrêmement peur à des équipes IT parce que Hmm. tu viens de développer Shadow IT. Et en fait, là, tu viens en disant, attendez, nous, on a des outils pour que vous puissiez piloter, pour sécuriser, on s'appuie sur Azure, le cloud de Microsoft, on va pouvoir mettre une vraie démarche. Et là, tout de suite, tu rassures. Et en effet, tu arrives en plus à toucher cette base installée que tu disais d'Office, qui est juste colossale. Ouais. Ah, c'est marrant, ouais, ça c'est un vrai truc. Enfin, tu vois, moi je pense à ça un peu dans le contexte un peu de l'évangélisation, tu vois, un peu de comment, moi je pense que c'est hyper important de donner au plus de gens possible, quel que soit l'outil en fait, mais la compréhension qu'aujourd'hui,
on peut automatiser, tu vois, on peut faire des choses soi-même, tu vois, et que ça soit avec Glide ou avec un outil Microsoft, je trouve ça très intéressant. Et du coup, ça m'amène un peu, peut-être on va parler un petit peu plus de Power Apps pour que tu nous en parles un peu plus, tu vois, et qu'on comprenne bien un peu à quoi ça ressemble. Alors je sais, c'est pas facile hein, comme ça en podcast. Évidemment, j'inviterai les gens aussi à regarder ta chaîne YouTube où tu montres tout ça. Mais voilà, si tu peux nous expliquer un petit peu pour qu'on voit un petit peu voilà, comment ça fonctionne. En gros, si j'arrive sur Power Apps, comment ça marche si je veux faire une petite appli. Ok, donc tu arrives sur Power Apps, tu arrives sur le portail, et là on va dire que tu as 3 choix. Donc Power Apps, tu vas retrouver, c'est essentiellement des applications, comme je le disais juste avant, c'est interne à l'organisation. Tu ne peux pas créer une Power Apps pour ton site e-commerce que tu vas ensuite partager sur le web. Tu retrouves 2 types d'apps, ce qu'on appelle la Canva. C'est l'application où tu démarres d'une feuille blanche, mobile, tablette ou PC, et tu vas ensuite pouvoir ajouter des contrôles à l'intérieur pour donner vie à ton app. Ensuite, tu as la Model Driven App. C'est une application qui arrive déjà en fait avec une interface qui est déjà existante et tu vas être capable de modifier le contenu à l'intérieur. C'est souvent en fait, on retrouve souvent le lien entre les deux où tu vas avoir une Canvas Apps plutôt sur des agents terrain par exemple. Je sais pas, imaginons que tu travailles pour la mairie, tu vas remonter les incidents sur la voirie, il y a un trou ici, quelqu'un a cassé cette vitre de l'arrêt de bus, et en fait derrière tu as une Model Driven Apps qui va lister tous les incidents pour permettre à un agent de maintenance de piloter. Et enfin, tu as ce qu'on appelle Power Apps Portal, où tu vas pouvoir créer des portails, des espèces de petits sites web, où tu vas mettre, tu vas donner plutôt une partie de ton information, de ce que tu vas stocker par exemple dans une base de données, à des utilisateurs externes. Et donc ça, c'est les 3 types d'applications. Tu arrives dans Power Apps, première chose à faire, c'est où tu démarres d'une feuille blanche sur un des 3 types d'applications, donc tu as une page blanche, ou tu démarres d'une source de données. Et là, tu démarres, ça peut être d'une liste SharePoint, ça peut être d'un fichier Excel, ça peut être d'un Google Sheet, parce que c'est une plateforme Microsoft, mais elle est ouverte sur d'autres éditeurs. On a plus de 500 connecteurs, tu peux directement te connecter. J'ai vu que quelqu'un a publié un connecteur Airtable, par exemple, il y a quelques temps, ou un connecteur Notion. Et donc, c'est vraiment ouvert sur tous les autres éditeurs. C'est pas une plateforme purement Microsoft. Et ensuite, sinon, tu as ce qu'on appelle Dataverse, qui est en fait un espèce d'Airtable, un concurrent d'Airtable sur lequel repose Power Platform. Et là-dedans, tu vas pouvoir, comme dans Airtable, créer des bases, des tables, et ensuite connecter ton app à cette base et à ces tables. Et ensuite, après, une fois que tu as créé ça, tu es dans ton application, eh bien, tu peux ajouter des contrôles. Ça peut être de la signature, ça peut être des ajouts pour rentrer du texte, prendre des photos, partager des photos. Tu peux vraiment faire plein de choses pour montrer juste le potentiel, et je m'arrêterai là après sur Power Apps. Tu es capable vraiment, dans Power Apps, tu peux même rajouter par exemple des outils de réalité mixte. Imaginons que tu travailles, je crois que c'est une référence d'ailleurs publique de Microsoft, on a travaillé avec Ikea, où ils voulaient vendre des cuisines. En fait, ils avaient une Power Apps où tu pouvais afficher en réalité mixte dans ton application la cuisine, le modèle de la cuisine, et le montrer dans l'espace que tu voulais présenter à ton client, donc pitcher ça en magasin. Donc ça montre quand même les possibilités assez fortes qu'on est capable de faire dans Power Apps. Ok, hein, super intéressant. Ah, et je veux bien peut-être rajouter Ouais, un petit détail sur vas-y, Power Apps, bien c'est sûr. qu'on est vraiment sur un outil low-code, pour le coup, où on va taper des formules à l'intérieur. Les formules, il faut les voir exactement comme les formules dans Excel. C'est le le langage de programmation de Power Platform qui s'appelle PowerFX. En fait, il est issu d'Excel. Et il provient d'Excel. Et lorsqu'on regarde les formules, on remarque on va retrouver le sum, on va retrouver le lookup, tout ce que tu trouves en fait dans Excel. Et en fait, on l'a adapté à Power Apps et tu peux taper tes formules à l'intérieur pour créer des scénarios dans ton application, des conditions, des choses comme ça. Ouais, tu fais bien de compléter parce que justement c'était ma question, donc c'est très bien. Non, parce que c'est un peu, moi j'avais regardé un petit peu et donc il y a vraiment ce côté très no code, c'est-à-dire je drag and drop, je fais des glisser-déposer de composants dans le Canva, je fais un petit peu. Et puis et après par contre, quand je veux remplir des valeurs, c'est là où il y a la puissance des formules qui vient, et puis donc c'est là où tu fais un peu ta programmation. Et là, c'est un peu moins visuel, et donc tu fais bien de préciser quand même ce côté low-code pour pas que les gens non plus aussi soient déçus, forcément les gens qui s'attendent à quelque chose de très no-code. Est-ce que ça a vocation à évoluer, ça, tu penses? Est-ce que
Ou est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'ADN du produit, on va dire qu'il faut qu'il y ait des formules, ce qui serait, comme tu dis, s'il y a une vraie filiation avec Excel, donc ça paraît logique. Mais est-ce qu'il y a peut-être l'ambition, je sais pas, d'avoir un moteur de workflow un peu plus visuel, ou je sais pas, quelque chose comme ça? Alors, tu vas retrouver déjà des aspects visuels, il y en a aussi. Après, comme tu l'as dit, tu es assez vite limité et tu es obligé de rentrer dans les formules. Les formules, encore une fois, moi je suis pas du tout une personne typée dev, mais ça se prend en main assez rapidement. Par exemple, si tu veux faire des fils, si tu veux faire des choses comme ça. Après, les équipes Microsoft, elles se sont rendues compte que sur vraiment des vrais citizens dev, des personnes qui n'ont jamais créé d'app, par exemple, pour partager encore quelques cas clients, on travaille avec une référence publique en France qui est la SNCF. La SNCF, on a des personnes dans les technicentres qui gèrent la maintenance du TGV et qui ont créé des applications Power Apps pour gérer ça. Et finalement, il fallait encore rendre le sujet du développement et de la formule plus accessible. Et en fait, il y a quelques temps, Microsoft a annoncé un partenariat avec ce qu'on appelle l'OpenAI GPT-3, qui est en fait aujourd'hui un modèle d'intelligence artificielle en langage naturel qui est vu comme étant le plus sophistiqué au monde aujourd'hui. Et en fait, qu'est-ce que ça permet de faire? Avant, tu voulais par exemple taper, je sais pas, tu tapais filter et tu mettais la vue de tes comptes et les comptes qui font un chiffre d'affaires supérieur à 100 euros, mais tu devais connaître cette formule pour pouvoir filtrer ta donnée. Alors que maintenant, tu as ce qu'on appelle Power Apps IDs, donc qui est cette fonctionnalité qu'on dit propulsée par le GPT-3, où tu tapes Show me et tu mets account with je sais pas moi, turnover supérieur à 100 euros, et tu génères une idée, le langage naturel va comprendre ce que tu as tapé, et de là, juste derrière, en fait, Power Apps IDs, il va te recommander la formule, tu sélectionnes la formule, et il va te la mettre dans l'app. Donc en fait, tu peux juste taper ton texte en langage naturel et ça te crée des formules pour toi. Pour préciser, juste, tu le fais en anglais, c'est ça, j'imagine. En gros, tu mets Actuellement, une là, ouais. phrase en anglais, tu décris en anglais ce que tu voudrais comme formule, c'est-à-dire l'information finalement que tu veux afficher dans ton application, quelque chose comme ça, et puis l'intelligence artificielle va traduire ça dans la vraie formule PowerFX, comme tu dis, et te faciliter la vie, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, Microsoft, c'est une entreprise américaine. La plupart des clients dans le monde restent anglophones, j'ai envie de dire. Donc, si tu veux, la priorité à ce type de formule, enfin, à ce type de fonctionnalité, c'est souvent en anglais. Et ça tend à s'étendre sur la France. Là, c'est une fonctionnalité qui est sortie au mois de novembre, donc qui est quand même vraiment récente. Mais l'idée dans la roadmap, c'est bien sûr d'avoir ça dans d'autres langages, et donc ensuite de pouvoir le taper en français et de dire montrer top 10 clients, par exemple, et directement on génère une formule qui te met ton top 10 de tes clients. Ouais, bien sûr, ouais. Non, enfin, puis de toute façon, il y a qu'un pas, quoi. J'ai envie de dire, finalement, ce qui est le plus compliqué, c'est la traduction de la formule, c'est pas tant le langage dans lequel on sait que maintenant la traduction entre les langues marche aussi hyper bien. Donc, on pourrait très bien imaginer que tu dis en français, lui, il le traduit en anglais, puis il le traduit en formule, quoi. Bon, même si là, il peut y avoir une perte un peu d'information, mais non, c'est assez intéressant. Et de la même manière, on imagine aussi qu'il y a qu'un pas à le faire à la voix. Tu dis, et puis t'as même plus à taper, et puis ça te fait ta formule, quoi. Ouais, ça, je pense que c'est encore dans les roadmaps un peu plus avancés. Mais en tout cas, ça laisse des super idées. Microsoft, par exemple, tu sais, avait racheté il y a quelques années GitHub, qui est en fait la plateforme open source. Et ce qui est intéressant avec GitHub, par exemple, j'ai vu qu'ils avaient sorti ce qu'on appelle GitHub Codespace, qui te permet, non, Copilot, pardon, qui te permet, en fait, lorsque tu développes vraiment du code, d'avoir une intelligence artificielle qui tape le code à ta place. Donc, j'ai limite envie de dire, j'ai l'impression que dans quelques années, tu n'auras même plus besoin de taper ces formules, il y aura un assistant il y aura des indications, tu auras juste à cliquer et finalement, ça le fera pour toi. Ouais, c'est toujours de l'autocomplétion, enfin des choses C'est comme ça, ça où ouais. ça va toujours te guider et t'assister toujours un peu plus. Moi, je pense que l'impulsion, elle sera toujours humaine, c'est normal, mais l'enjeu, c'est de simplifier la vie de l'humain, quoi, toujours le plus possible, quoi. Et un peu, parce que il y a un peu ce mythe aussi, tu vois, il y a eu des trucs un peu comme ça, des fois sur Production, on voit des trucs un peu farfelus où, genre, tu dis trois phrases comme ça à l'oral et puis à la fin, ça te génère une application. Mais bon, franchement, je veux dire, ok, pourquoi pas, pour moi, c'est un peu du proof of concept. Moi, je crois beaucoup plus à des choses où on t'assiste, où on te donne des moyens plus faciles de faire, mais que tu fais toi-même, quoi. Enfin,
Et puis, je veux dire, on va pas, les intelligences artificielles vont pas travailler à notre place, quoi. Ça, c'est un peu un mythe Ouais, qu'il c'est faut. ça. Et puis après, tu as même le côté, moi, ce que j'aime bien aussi sur la partie Power Platform, c'est que tu as vraiment la possibilité de t'appuyer sur des personnes qui sont des sachants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faut être honnête, un Citizen Dev, il n'a pas de compétences UX, il n'a pas de compétences en intelligence artificielle, il n'a pas de compétences en gestion de modèles de données, par exemple. Et en fait, aujourd'hui, ben, par exemple, dans Power Platform, on a une partie qu'on appelle AI Builder, qui te permet de créer des modèles d'intelligence artificielle en no-code. Alors là, on est vraiment sur du pur no-code. Désolé, je devais un peu tousser. Et en fait, à l'intérieur, donc tu crées ton modèle d'intelligence artificielle. Par contre, c'est un modèle d'intelligence artificielle no-code. Si tu as besoin d'aller plus loin, eh bien en fait, par exemple, aujourd'hui, tu peux aller voir un expert de l'IA dans ton entreprise. Il te crée un modèle d'IA dans Azure, par exemple, ou dans Amazon. Et derrière, en fait, tu es capable de l'importer dans Power Platform et le rendre dispo à des citizens dev. Donc finalement, en fait, tu es capable d'aller t'appuyer sur des personnes qui ont des connaissances dans ton entreprise et qui sont certainement beaucoup plus experts que toi sur le sujet. C'est la même chose sur les composants dans l'app. Tu peux par exemple, je sais pas, moi, imaginons que quelqu'un a développé un pop-up dans ton app pour que ce soit un petit peu plus intuitif pour les utilisateurs finaux. Mais en fait, il peut créer ce composant, le packager et le rendre disponible à tout le monde dans une bibliothèque. Et ça te permet quand même d'avoir des éléments du X disponibles pour des citizens dev qui n'auraient pas forcément eu l'idée. Ouais, tu fais bien de préciser tout ça, hein, parce que là on parlait des formules un peu pour matérialiser le côté low code, mais ce que tu dis aussi notamment par exemple sur le modèle de données, ça c'est quelque chose que les gens je trouve sous-estiment beaucoup aussi dans la communauté no code, mais ça c'est vrai que c'est une compétence aussi qui est très importante. Alors forcément quand on utilise Airtable on se familiarise avec ces choses-là, mais quand on fait du Glide ou du Bubble encore plus, etc., enfin qu'on crée vraiment des applications, définir son modèle de données, ça peut être aussi compliqué. Et c'est là où s'appuyer sur des gens plus expérimentés, effectivement. Enfin, tout ne s'invente pas. Et puis, tu as raison, il y a le côté UX, le côté produit, enfin bref, tout ce dont il y a besoin pour à la fin faire vraiment une application. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de Power Automate? euh, Carrément, avec plaisir. Pour Automate, c'est un peu autant pour App, c'était le produit, on va dire, phare. Autant pour Automate, c'est plutôt on l'appelle souvent le cerveau de la plateforme, parce que, imaginons que tu as créé une Power Apps, bah en fait, maintenant, tu as envie d'envoyer un email. Donc, tu as un bouton qui s'appelle envoyer un email. Mais si tu le fais dans Power Apps, tu peux appuyer autant de fois que tu veux sur le bouton, il n'y a rien qui se déclenche derrière. Et c'est là que Power Automate, il rentre en course. Euh, et Power Automate, alors il est intéressant. Faut le voir Power Automate comme un outil, l'outil des outils. À l'intérieur, tu vas retrouver une composante qu'on va appeler de la DPA, Digital Process Automation, semblable à ce que tu vas faire dans Zapier ou Integromat par exemple. Ensuite, tu as une partie qu'on appelle la RPA, Robotic Process Automation. C'est plutôt ce que tu fais dans Automation Anywhere ou dans UiPath, où en fait tu vas entraîner un robot pour rejouer des scénarios à l'écran pour toi que tu vas automatiser, un peu comme les macros dans Excel. Et en fait, tu as une partie qu'on appelle Process Mining. Le Process Mining, pour les personnes qui ne connaissent pas, le Process Mining, en fait, c'est ce qui permet d'enregistrer toutes les actions que va faire un utilisateur sur son écran. Typiquement, imaginons que moi j'ai envie de comprendre comment toi tu enregistres ce podcast. Je t'installe un composant de process mining sur ton PC. Et à partir du moment où j'appuie sur Record, je sais exactement tout ce que tu as fait, en combien de temps. Et derrière, en fait, bah moi, ça me permet de comprendre exactement le process et d'aller l'automatiser. Parce que derrière, souvent, tu prends le process mining et tu as une espèce de bouton qui s'appelle conversion et qui prend tout ton process et qui te le met en automatisation. Et donc, tout ça, tu le retrouves dans Power Automate. Donc, ça fait une plateforme ultra complète. Il faut savoir que Power Automate, sur la partie DPA, on a été reconnu par les Magic Quadrants de Gartner comme leader. C'est la même chose sur la RPA. Et Process Mining, aujourd'hui, tu n'as pas encore de Magic Quadrant, c'est un produit niche. Et donc, à l'intérieur, tu retrouves donc toutes ces composants-là. Et Power Automate va te permettre d'automatiser depuis plein de choses, en fait. Tu peux démarrer, comme je le disais avant, d'une application. Tu peux imaginer que ton application elle capture le prénom et le nom d'une personne. Tu as un bouton, tu appuies dessus, et ça va compléter un fichier Excel. Ou ça va déclencher un robot qui va être capable de cliquer à plein d'endroits sur ton écran et de rentrer cette information, le nom et le prénom des personnes. Et donc, tu vas pouvoir automatiser tout ça. Donc, c'est assez intéressant, c'est assez puissant. Et c'est là aussi ce que je disais au tout début, l'intégration de toute la plateforme. Et c'est là que c'est vraiment puissant.
Imaginons, tu reçois des factures, par exemple, tous les mois. Ben, tu as la partie intelligence artificielle no code dans Power Platform qui va te permettre d'analyser tes factures, extraire de l'info de tes factures. Derrière, tu vas avoir un déclencheur Power Automate qui va dire, bon, ben, à chaque fois que je reçois un email avec une pièce jointe qui s'appelle facture, analyse la facture. Si ça correspond au modèle d'intelligence artificielle, extrais-moi le nom, le prénom, la date et le montant, et mets-moi ça dans mon logiciel de facturation, par exemple. Et là, en fait, tu es sur une automatisation ultra poussée, ce qu'on appelle l'hyper-automation, et ça te permet de vraiment... c'est juste incroyable, quoi, pour le coup. Ouais, c'est vraiment ce côté écosystème est hyper intéressant. Moi, la limite un petit peu que je vois à ça, c'est que bah du coup, je trouve que dans Power Automate, par exemple, il y a quand même beaucoup moins de connecteurs qu'il y a dans Zapier. Alors c'est peut-être aussi une question d'historique. D'ailleurs, Power Automate n'est pas aussi vieux que Zapier. Et alors par contre, je précise quand même que dans Power Automate, il n'y a pas que des connecteurs évidemment aux outils Microsoft. Il y a plein de C'est vrai. connecteurs qui sortent, mais il y en a pas autant que dans un Zapier ou dans un Make. Alors, pour le coup, Mais ouais. sur ça, donc ouais, aujourd'hui, on est sur 500 connecteurs. C'est ultra intéressant, la discussion des connecteurs. C'est une question, pour le coup, je trouve vraiment intéressante. Euh, Parce qu'en effet, aujourd'hui, malgré tout, les connecteurs Microsoft sont beaucoup plus développés que, par exemple, le Mm. connecteur Notion. Et ce qui, à la base, il fallait savoir comment ça se passe, en fait, pour... finalement, un connecteur, c'est juste une manière packagée d'appeler l'API d'une autre solution. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, c'est Microsoft qui développait les connecteurs. Et qu'on avait environ 10 par mois parce qu'il fallait dédier des développeurs à créer ces connecteurs. Et il y a quelques temps, ils ont annoncé en fait un changement, on va dire, de culture là-dessus. C'est de faire en sorte que c'est les clients et les partenaires qui peuvent développer les connecteurs. Ils envoient à Microsoft. Microsoft les certifie et ensuite sont disponibles. Donc imaginons que toi, tu as une entreprise, je sais pas, tu vends des tables, bah, tu peux créer ton connecteur, l'envoyer à Microsoft. Et ensuite, tout le monde peut l'utiliser. Et ça, c'est assez intéressant. Et après, tu as aussi la question des API. Tu peux aussi te connecter à d'autres solutions s'il n'y a pas de connecteur via les API. Mais en effet, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a encore un travail sur les connecteurs, de bien les cibler et de mettre les bonnes actions aussi à l'intérieur parce que c'est cool d'avoir un connecteur, mais si tu peux faire qu'une action. C'est vrai, hein, c'est vrai. Enfin, Zapier, c'est un peu la même chose. Hein, ils ont aussi cette logique de partenaire, etc. Mais c'est vrai que tu vois qu'il y a des connecteurs qui sont beaucoup moins développés. Par exemple, je sais pas, le connecteur Instagram, tu peux rien faire avec, quoi, quasiment. Donc, il y a aussi des choses comme ça qui sont un petit peu trompeuses. Donc, il faut faire aussi attention aux chiffres. Et quand Zapier dit 3000, je sais pas, je crois qu'ils ont 3000 connecteurs, déjà, il y a des outils complètement obscurs que personne n'utilise. Et puis, il y a aussi, effectivement, tous ne sont pas aussi développés. Je trouve que Make, là-dedans, est assez intéressant parce qu'il y a une certaine homogénéité. C'est-à-dire que souvent, leurs connecteurs permettent de faire tout ce que l'API de l'application en question permet de faire, quoi. C'est ça aussi qui fait des fois que c'est un petit peu moins friendly. Zapier abstrait plus. Et, mais ça, c'est très intéressant. Et il faut voir comment ça va se développer dans le temps, évidemment, et les noms ne font pas tout. Moi, il y a un truc alors c'est pareil, hein, c'est très visuel. J'invite les gens d'ailleurs à regarder. On avait fait une démo de Power Automate avec Xavier sur la chaîne de Twitch de No Code France. Il y a le replay sur le YouTube. Et c'est quand même assez, je trouve, accessible Power Automate. Je trouve que c'est très visuellement, etc. C'est très, voilà, on est guidé à l'écran, on dit voilà ce qu'il faut faire. Et je trouve que c'est pour ça. Enfin, je pense que c'est un très bon outil en fait pour les gens pour découvrir l'automatisation, quoi. Je sais pas à quel point vous avez un peu des actions d'évangélisation, tu vois, dans les entreprises, mais moi je serais vraiment, je pense qu'il faudrait que tous les gens, tu vois, qui ont accès à Power Automate, il faudrait leur donner l'opportunité de faire une petite automatisation. Je pense que là, tu vois, à l'échelle mondiale, ou je sais pas, enfin, tu vois, mais des entreprises, en fait, ça ouvrirait les yeux à plein de gens, quoi. Ouais, genre, automatiquement, automatiquement, je suis aligné. Sur, déjà, sur tout ce qui est interface UI, enfin, je pense qu'il y a un vrai ROI sur quand tu crées une plateforme SaaS comme ça, sur l'UI de ton application pour faciliter l'adoption. Et Power Automate, depuis 3 ans que j'utilise Power Automate, et aujourd'hui, l'interface, elle a vraiment changé, et elle est super optimisée. Enfin, aujourd'hui, pour le coup, c'est vrai que tu es vraiment bien guidé, tu as bien les actions, etc. Je pense que parfois, ça pourrait être encore un peu plus simple sur l'élaboration de l'automatisation pour pouvoir toucher, comme on le disait, encore plus des personnes vraiment du no-code. Après, il y a toute une multitude de templates. Encore l'autre jour, je faisais une démonstration et je remarque que le truc est de plus en plus gros. Il y a un nombre de templates, c'est juste affolant. Et ça me fait penser à ce niveau-là sur la partie, je dirais, automatisation pour Automate.
et on l'a aussi sur Power Apps, c'est qu'avant, en fait, tu pouvais pas, par exemple, collaborer sur une automatisation ensemble. Je sais pas si tu peux le faire sur des applications comme Zapier, par exemple, ou d'autres, mais en tout cas, là, maintenant, tu vas pouvoir travailler à deux sur la même automatisation, mettre des commentaires sur, ben voilà, pourquoi j'ai rajouté cette action, etc. Et ça, je trouve ça quand même plutôt cool pour travailler à deux. Encore une fois, si tu es moins bon, tu travailles avec un sachant, ben, tu vois finalement comment il a fait son automatisation. Bien sûr, ouais. Du pair programming, mais à distance potentiellement directement à travers l'interface. Alors Du là, pour le pair coup, no... on est ouais. vraiment sur une manière asynchrone de le faire. Ah ok. C'est-à-dire que, en fait, par exemple, toi, tu rajoutes une action. Moi, j'ai un bouton en haut qui s'appelle refresh, et en fait, je vois ton action arriver. Après, à terme, l'idée, je pense réellement, et je peux pas m'engager là-dessus, mais enfin, quand on connaît Microsoft, l'idée, c'est de pouvoir le faire en live collaborating, donc d'être en A2 en temps réel sur l'automatisation. Alors après, ça c'est un challenge technique incroyable, mais effectivement, c'est ce vers quoi tendent de plus en plus d'outils, quoi. Là-dessus, je pense qu'il faut vraiment reconnaître à Figma. Je pense que c'est eux, en tout cas, c'est l'outil en général qui sont vraiment précurseurs sur le fait de collaborer en temps réel. Ça, c'est ils ont amorcé un mouvement incroyable, et il y a de plus en plus d'outils qui s'y mettent et qui le mettent en avant comme un argument de vente, enfin vraiment un des points forts. Mais c'est vrai que encore, bon après c'est un casse-tête, quoi. J'imagine pas. Sur Bubble, c'est possible par exemple depuis assez longtemps. Mais en fait, les bubblers en général disent que personne le fait parce que c'est pas vraiment utilisable, quoi. Parce que c'est juste si chacun fait des trucs, puis t'as du problème de versionning, de qu'est-ce que tu fais si les gens ils font des actions qui se contredisent. Enfin, c'est tout un bordel, quoi. Ouais, non, c'est encore assez difficile. Et comme tu dis, c'est vrai que quelqu'un qui a le dernier mot, bah, on ajoute tous les deux un bouton au même moment, lequel va être priorisé, etc. Enfin, c'est un challenge technique, mais en tout cas, c'est des choses qui arrivent aussi et qui, pour le coup, ils l'ont déjà fait avec Word, avec PowerPoint. Euh, donc bon, j'imagine que ils vont aussi réussir à le faire sur Portrait, du coup. Ouais, non, c'est clair. Y a un outil, alors c'est pas un outil directement no-code, mais j'ai envie de dire un petit mot dessus, enfin que tu dises plutôt un petit mot dessus et comment ça s'inclut là-dedans. C'est Teams, parce que c'est devenu en quelques années quand même, j'ai l'impression, un outil de référence. Que moi honnêtement je trouve très intéressant, même si bon je l'utilise pas au quotidien, mais je l'ai utilisé dans des jobs précédents. Et comment est-ce que ça vient s'inclure un peu dans tout ça? Est-ce que, enfin, voilà. Question parfaite. Parce que c'est vrai que Teams, surtout avec le confinement, on en a beaucoup entendu parler. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a fêté, à l'heure où on enregistre ça, hier, c'était les 5 ans de... Non, avant-hier, c'était les 5 ans de Microsoft Teams. Ok. Donc, ça a été une croissance assez fulgurante pour le coup, parce que l'ancêtre de Teams, c'est Skype, et Skype for Business, pour ceux qui ont déjà utilisé. Et au final, aujourd'hui, Teams, l'idée, c'est que, bon, on va dire, t'as un peu une courbe de maturité sur Teams. La première, c'est de faire du chat et de pouvoir faire du meeting, collaborer, etc. Après, tant dans des usages beaucoup plus poussés, ça peut être de la téléphonie, par exemple de pouvoir composer le numéro de téléphone dans Teams et d'appeler les personnes. Et après, tu as ce que l'on appelle chez Microsoft Teams en tant que plateforme, donc Teams as a plateforme. Pour le coup, je suis pas non plus le super expert, mais je pense connaître un petit peu les basiques là-dessus. L'idée, c'est que finalement, le quotidien d'un collaborateur en mode un petit peu digital, il ouvre Teams le matin et il sort le moins possible de Teams. Dans Teams, tu vas par exemple retrouver un store d'applications. Donc, quand je te dis store d'applications, automatiquement, application, pense à Power Apps, où en fait, tu peux aujourd'hui mettre des applications Power Apps dans le store Teams et les ajouter dans une équipe Teams, dans un chat avec une personne, ou pour ceux qui utilisent Teams, sur la barre de gauche, tu peux aussi mettre une application. Typiquement, tu as une application qui touche tout le monde, celle dont on parlait avant sur les jours de congé. Bah, finalement, cette app, tu la mets à gauche et tout le monde dans Teams peut cliquer sur l'application, la Power App s'ouvre et tu vas pouvoir faire des choses. Ensuite, tu as aussi tout ce qui va toucher à l'automatisation, donc c'est-à-dire de pouvoir permettre, finalement, dans Teams, quelqu'un met un message dans Teams, tu cliques sur les trois petits points, et là, tu as une petite liste de workflow pour automate que tu peux directement déclencher. Par exemple, quelqu'un a mis un meeting, quelqu'un a mis pardon, un post, et tu cliques sur les trois petits points, generate a meeting, et ça te crée automatiquement un meeting dans Teams. Et tu vas aussi pouvoir le faire avec Power BI, mettre des dashboards Power BI dans Teams, des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée que Teams met en tant que plateforme et tu viens rajouter des apps, des automatisations à l'intérieur. Et enfin, je dirais un truc là-dessus, c'est qu'il y a aussi un outil qui s'appelle Dataverse for Teams,
Aujourd'hui, tu peux créer une application Power Apps, une automatisation pour Automate directement dans Teams. Tu retrouves l'interface de création, le studio de création dans Teams. Tu crées ton app et elle est utilisable, mais que dans Teams, et tu peux l'ajouter à ton équipe. Donc, franchement, c'est vraiment, enfin, je trouve ça vraiment super intéressant. Et ça permet encore une fois de repositionner vraiment Teams, pas seulement en fait sur les usages où tu vas juste appeler et envoyer des messages. Ouais, non, franchement, enfin, je trouve ça assez incroyable, tu vois. Enfin, je vois le nombre de gens qui utilisent ça. Tu vois, c'est toujours ce truc de volume, quoi. Enfin, je crois qu'il y a quelqu'un qui disait, d'ailleurs, j'ai vu un truc sur Twitter passer comme ça. On parle beaucoup de Zoom, là, qui a pris beaucoup d'ampleur pendant le confinement, comme tu disais, etc. Alors qu'en fait, je crois que la plupart, tu vois, en proportion, la plupart des meetings dans le monde ont lieu sur Microsoft Teams, quoi. Ouais, je Il y a pense un que pour truc. le coup, c'est moins bien marketisé parce que finalement, quand tu regardais la télé pendant le confinement, on parlait beaucoup de Zoom. Et au final, en termes de proportion de meeting, je pense que beaucoup de Teams est largement apte à bien rivaliser. Ouais. Et c'est intéressant aussi. Il y a une petite donnée là-dessus qui dit que, en fait, aujourd'hui, lorsque tu utilises une application, par exemple dans Teams, elle va être utilisée 20% de fois plus qu'une application en fait que tu vas créer par exemple aujourd'hui dans Power Apps. Ce qui montre et là pour le coup si on sort une seconde de Power Platform dans Teams tu retrouves plein d'applications, tu retrouves ServiceNow, Salesforce, Workday, toutes ces applications là tu peux les utiliser dans Teams et ça te permet en fait voilà t'as ton outil directement dans Teams, t'as pas besoin d'en sortir d'aller ah ouais mais en fait c'est quelle URL, je me souviens plus, ah mince depuis ce portail là, j'ai pas les accès et donc ça c'est quand même un peu plus rapide. Ouais, non, enfin, on revient toujours sur ce point, mais vraiment de l'intégration globale de l'écosystème, c'est hyper intéressant. Ouais, franchement, t'as Teams, qu'on appelle Office, mais aujourd'hui, c'est vraiment Teams, le produit star dedans. Et de l'autre côté, t'as tout ce qui va toucher à Azure, et t'as vraiment Power Platform au milieu, et qui vient embrasser les deux. Est-ce que, alors peut-être, non, je vais faire en deux temps, mais est-ce que peut-être dire un mot sur Azure pour les gens qui connaîtraient pas, comme tu l'as mentionné quelques fois. Carrément. Alors Azure, c'est aujourd'hui l'étendard de Microsoft. L'idée, c'est aujourd'hui on a des fournisseurs cloud. On en a beaucoup dans le monde, mais on en a des très connus. Il y a Google avec Google Cloud, t'as Amazon avec AWS et t'as Microsoft avec Azure. L'idée, sans rentrer dans tout le pitch du cloud, mais c'est de permettre de pouvoir permettre d'avoir des outils qui vont à l'intérieur d'Azure te permettre de faire certaines choses assez pointues. Ça peut être gérer ta sécurité, gérer tes API. Ça peut être mettre en place par exemple une démarche d'ALM, donc de cycle de vie de tes applications. Ça peut être de pouvoir faire de l'intelligence artificielle, de la base de données. C'est vraiment, il y a un nombre de services juste ouf. Enfin, franchement, c'est dingue le nombre de services qu'il y a là-dedans. Être expert sur un des sujets, c'est déjà une montagne. Mais ça te permet en fait, pourquoi c'est intéressant dans le contexte Power Platform, c'est que Power Platform, c'est créé, en général, on dit on top d'Azure, donc c'est vraiment, ça utilise des capacités d'Azure. Par exemple, Power Automate, ça provient d'un outil qui s'appelle Azure Logic Apps, qui est un outil d'automatisation beaucoup plus puissant que Power Automate, mais beaucoup moins CitizenDev par exemple. Power Apps, ça utilise des capacités ce qu'on appelle App Service côté Azure, donc de créer des applications mobiles, des applications cloud natives dans Azure. Tu as par exemple Dataverse qui s'appuie sur toute la partie données. Donc ça peut être par exemple de SQL, donc tout ce qui est des bases de données SQL. Tu as Power Automate, on l'a fait, Power Apps, on a quasiment fait le tour, je crois. Mais en fait, tout ça, c'est et AI Builder qui s'appuie aussi sur les capacités d'intelligence artificielle des services cognitifs dans Azure. Donc en fait, on est parti, si tu veux, pour résumer le truc, on est parti d'outils très pointus, vraiment focus sur des devs, et on a adapté ça dans des versions plus light, je dirais, dans Power Platform. Et Power Platform, aujourd'hui, par exemple, quand on disait à un moment dans la discussion, tu as des sujets de sécurité, ça peut être de la MFA, donc de pouvoir avoir, tu sais, un SMS qui t'est envoyé lorsque tu te connectes, ou d'avoir une reconnaissance faciale, des choses comme ça. En fait, Power MFA, c'est Platform, multi-factor authentification, hein, c'est ça? ouais, Multi-Factor Authentification. Et en fait, tout ça,
Ce qui est bien, c'est que en général, on l'a dans Azure. Le client qui utilise Microsoft a déjà mis en place des choses dans Azure. En fait, il peut juste le reproduire avec Power Apps parce que c'est vraiment il y a un lien entre ces outils-là. Ce qui fait qu'une application qui, par exemple, demain, tu utilises je sais pas, une application no-code qu'on a développée tous les deux ensemble ce matin, en fait, on l'a publiée en entreprise, elle va pas pouvoir passer des tests de sécurité parce qu'elle n'est pas éligible au MFA. Alors que Power Apps, pas de souci, c'est connecté à Azure, aucun problème. Et donc, quelque part, oui, comme tu dis, c'est built on top. C'est-à-dire, est-ce que c'est même carrément un espèce de Power Apps, enfin, la Power Platform est un espèce de niveau d'abstraction un peu plus élevé que Azure, quoi. C'est-à-dire, ça repose dessus, mais c'est aussi, ça présente des capacités, les capacités, les fonctionnalités d'Azure, qui sont très tech quand même, qui s'adressent vraiment aux techniciens, à des gens, du coup, un peu moins techniques, un peu plus citizen developer, quoi. Carrément, ouais, enfin, tu prends, comme je disais, pour Automate et Logic Apps, je me sens beaucoup moins à l'aise dans Logic Apps que dans Power Automate. Parce que, et pourtant, tu regardes l'interface, je pourrais te mettre les deux, devant les yeux, et finalement, si tu dis, ah ouais, c'est quasiment la même chose. Mais il y a un niveau de technicité, euh, mais par contre aussi, tu as un niveau d'extension de Power Platform qui est derrière, mais juste colossal. C'est-à-dire que tu crées quelque chose en Power Apps, et tu te dis, mince, c'est pas assez puissant, j'arrivais pas à aller au bout de mon use case parce que j'ai besoin de faire cette étape-là. Et en fait, là, tu regardes et tu dis, en fait, je vais pouvoir utiliser un outil dans Azure, l'appeler et venir m'aider sur cette application pour aller encore plus loin dans le use case. Et là, tu ouvres un champ des possibles énorme. Par exemple, s'il y a un sujet, c'est je remarque de plus en plus en entreprise, c'est Power Platform, donc tu es ouvert à tout un écosystème d'API. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est, OK, tout le monde peut créer des API et connecter les API avec des applications Power Apps. Mais en fait, comment tu gères toutes ces API et comment tu t'assures que ce soit sécurisé? Donc, en fait, qu'il n'y ait pas un mec qui ait créé une Power Apps qui, en fait, appelle l'API de Binance ou de Coinbase et qui, en fait, fait des choses sombres avec des crypto-monnaies. Et en fait, tout ça, Mhm. aujourd'hui, tu as, par exemple, un outil dans Azure qui s'appelle API Management qui te permet de gérer tes API et de les sécuriser. Et finalement, tu viens encore une fois avoir un argument fort sur notamment des DSI qui vont dire attendez, ça c'est du Shadow IT, ça va être le bordel. Et là, tu dis attendez, on a l'outil pour le gérer. Et tout de suite, tu désamorces ta situation. Ah, c'est hyper intéressant. Et alors du coup, comment on s'y met si les gens là, qui nous écoutent ont été un peu convaincus ou intéressés en tout cas de voir qu'est-ce que toi tu recommandes, on va dire un peu, tu me disais comment ça se passe pour s'inscrire, etc. Mais qu'est-ce que toi tu recommandes, les ressources, comment se former, peut-être même toi, comment tu t'es formé du coup, bon, toi t'es au plus proche de la source, j'ai envie de dire quelque part, mais comme tu disais, toi aussi tu as appris quoi. Oui, donc du coup, alors pour te former, il y a un portail de formation qui, d'ailleurs, ça, je fais juste une petite parenthèse aussi, c'est parce que c'est important, c'est que lorsque tu vas démarrer, par exemple, avec Power Apps ou Power Automate, tu vas avoir envie de faire certaines choses, tu vas pas savoir comment le faire. Déjà, ça, c'est normal, et franchement, ça m'arrive encore tous les jours. Ce qui est top, pour le coup, c'est, comme on l'a souvent dit dans la discussion, on est sur des outils Microsoft avec une communauté globale. C'est-à-dire qu'en tapant dans un moteur de recherche ta question, tu as souvent eu déjà quelqu'un qui s'est posé la question quelque part dans le monde sur des forums. Et l'une des grosses forces, c'est qu'on a Microsoft Docs, la documentation Microsoft. C'est franchement, c'est une bible. Il y a toujours une documentation reliée à ce que tu veux faire. Et la richesse de la documentation, des fois, ça peut être un frein sur certains outils. Et là, franchement, c'est juste énorme la qualité de la documentation. Et après, donc, pour se former, il y a plusieurs choses. Tu as la plateforme donc, de formation de Microsoft qui est gratuite et ouverte à tous. C'est aka, donc un K et un A, .ms/learn. Là-dedans, en fait, tu arrives sur le portail de formation des outils Microsoft. Tu peux chercher Power Platform, Azure, enfin, tu n'es pas obligé de faire que du Power Platform. C'est mieux, mais, euh, mais ensuite, tu vas pouvoir te former. Ensuite, ce qui peut être super intéressant, même aussi bien sur l'employabilité, sur ton CV, etc., c'est de passer des certifications, notamment les certifications de premier niveau. Et en fait, elles sont payantes, mais par contre, si des personnes assistent à ce qu'on appelle les Virtual Training Days, pareil, tu tapes sur Google ou sur Bing Virtual Training Days, Power Je mettrai Platform, les liens de tout ça, ouais, tu ce que tu pourras, dis dans les notes.
et ben en fait, tu peux t'inscrire, tu fais la journée de formation, donc déjà, tu apprends des choses. En plus, c'est en français, c'est avec moi, donc c'est encore mieux. Et tu vas pouvoir du coup t'auto-former. Et ce qui est bien, à la fin, on t'envoie un voucher ou sous 24 heures où tu peux en fait t'inscrire gratuitement à la certification. Donc en fait, tu passes la certification gratuitement et voilà, c'est une petite ligne en plus sur le CV. C'est vraiment bien développé tout l'aspect training Mhm. côté Microsoft. Et après, bon, ben, je vais faire un peu d'autopub, mais si voilà, j'ai ma chaîne YouTube où j'ai des vidéos régulières sur tous ces sujets-là, donc où je présente les nouveautés, etc. Donc ça permet aussi de se former doucement mais sûrement. Ce sujet des certifications, il est très important et on voit que les outils no-code là-dessus sont très en retard ou enfin, en tout cas, c'est normal, c'est une certaine maturité et c'est là aussi qu'on voit que Microsoft, c'est un éditeur qui existe depuis très longtemps, qui est vraiment dans ses logiques de certification depuis très longtemps, donc tout est en place et c'est hyper important. Moi, j'espère qu'aussi les outils no-code vont s'y mettre parce que pour moi, rien ne peut remplacer, alors peut-être des gens qui vont pas être très contents de m'entendre dire ça, mais rien ne peut remplacer une certification qui vient de l'éditeur. C'est bien que tant que les éditeurs n'en ont pas, il y ait d'autres gens qui en proposent des certifications. Et c'est comme ça d'ailleurs que ça marche en France, aussi, le système de Mm. certification. Mais de manière internationale et aux États-Unis, etc., ce qui est très reconnu, c'est les certifications des éditeurs, les différents niveaux et tout. Enfin, moi, je viens du réseau et donc dans le réseau, il y a tout ça, les certifications Cisco, les certifications Microsoft. Ça, c'est hyper important en fait. C'est ça qui fait ton diplôme. Finalement, il sert à rien à côté de ça. Et ça, je trouve que c'est assez, c'est bien quoi que ça soit développé. Ouais, Mais et bon, puis, après, tu vois, je suis pas, souvent, on va se dire, ah, il me faut l'assertif, il me faut l'assertif, etc. L'assertif, c'est pas un gage non plus exact de t'es super bon ou t'es moins bon. Mais c'est vrai que c'est comme passer les tests de langue comme un TOEIC ou un TOEFL, ça te permet d'avoir un tampon qui ça te permet d'un peu justifie. de t'évaluer à un moment donné. C'est clair, hein, il y en a plein dans ces certifs. Enfin, je sais pas celle Microsoft, tu vois, mais je sais que enfin, certif Cisco à l'époque, il y a beaucoup de bachotage aussi. Mais ça dépend aussi des niveaux, quoi. Mais normalement, plus tu montes en niveau, plus quand même, t'as une sélection qui se fait aussi au niveau des gens qui l'ont. En fait, c'est ça finalement. C'est encore une fois, hein, c'est toujours pareil, c'est comme les diplômes, c'est juste ça t'aide à évaluer quelqu'un, parce que quand tu dois travailler avec un consultant ou un développeur, bah, c'est difficile de juger son niveau, surtout si toi-même t'es pas technique, quoi. Donc au moins ça te Ouais. donne une information en plus, quoi, qui est un Non, petit c'est vrai que peu factuelle et objective, quoi. ça donne une idée. Et moi, franchement, pour découvrir Power Platform au début, je pense que le mieux, tu fais ce qu'on appelle la PM900, c'est Power Platform Fundamentals. Et ça te donne vraiment toute l'overview de la plateforme. Et après, c'est vrai que c'est dans l'outil que tu vas apprendre à faire des choses. Et moi, je trouve que le meilleur moyen de pouvoir débuter, c'est juste de se dire, en fait, j'ai peut-être un use case, je vais essayer et je vais Bien voir sûr. comment ça marche. Et il y a un autre lien qui est intéressant, c'est de nouveau aka.ms/app in a day, donc application en une journée, quoi. Et ce qui est vraiment bien, c'est que ça te télécharge un fichier zip où tu as en fait toute une trame à suivre et ça te permet de créer avec le support d'un PDF une application en une journée et à la fin, t'as déjà un bon niveau de connaissance pour le coup. Pardon, je testais en même temps et effectivement, ça a tout de suite téléchargé un zip. Non, parce qu'en fait, je prends des Ouais, notes aussi en même temps cheat passe. pour pas perdre, tu vois, ce qu'on se dit là, pour pas oublier de mettre dans les notes. Et donc, j'ai tapé ce que tu as dit. Et effectivement, littéralement, ça affiche pas une page, ça télécharge un zip, quoi. Il faut savoir que ce soit les Happy New Day, les certifications, etc., ce dont on parlait juste avant, tout ça, c'est aussi ce que nous, employés Microsoft, on utilise. C'est-à-dire que toi, tu te formes sur Microsoft Learn, tu as la même formation qu'un employé Microsoft. Et donc ça, c'est quand même cool aussi, c'est de se dire, bon, ben, il n'y a pas de privilégié, notamment. Ouais, non, c'est intéressant, ouais. Non, c'est pour ça justement que je te pose la question. C'est marrant parce que toi, t'es passé par ce parcours, donc t'es bien placé aussi pour témoigner de ça. Et d'ailleurs, tu t'en parles aussi, tu parles de ces choses-là aussi dans ta chaîne YouTube, hein, même des certifications, etc., quoi. Ouais, là, j'ai prévu de faire dans les prochains temps aussi des vidéos sur comment se préparer à la PL900, la première certification avec des petits tips, étant donné que je suis assez actif sur ce sujet-là. Et le sujet skilling, c'est un sujet qui, je trouve, pour le coup, est plutôt passionnant et plutôt tangible, donc, et qui prend du sens. Ouais, ouais, il y a encore des choses qui arrivent aussi là-dessus. Et alors, dernière petite question. On n'a pas du tout parlé, alors je sais pas si tu as des informations là-dessus. Microsoft Loop,
dont évidemment on a partagé des vidéos dans la communauté No Code. C'est un outil qui ressemble beaucoup à Notion, donc qui a inspiré un peu les gens. Est-ce que tu as des informations là-dessus? Est-ce que déjà, tu veux dire peut-être ce que c'est et où est-ce que ça en est? Alors pour le coup, c'est intéressant parce que moi, étant donné que j'aime bien utiliser Notion, je vais pas me faire que des amis en disant ça, et, j'aime bien utiliser Notion, et derrière, si tu veux, c'est moins un outil qui est vu comme faisant partie de la plateforme low-code de Microsoft. C'est vraiment plus rattaché à Teams. Ok. Et alors il y a Loop, ça embarque, de ce que j'ai compris, ça embarque beaucoup de choses dans les vidéos que j'ai pu voir et de la documentation que j'ai pu lire. Tu as une partie qu'on appelle Loop qui te permet à l'intérieur de Teams, quand tu publies un post dans Teams, de pouvoir collaborer sur ce post. Tu vois, c'est-à-dire qu'avant tu mettais un post, personne ne pouvait modifier ou rajouter des choses dedans, tu étais obligé de répondre au post. Donc de collaborer ensemble, et donc c'est ce qu'on appelle un composant Loop. Et ensuite tu as le Loop qui ressemble à Notion avec les informations sur le côté, où tu vas pouvoir dérouler des listes, etc. Et actuellement, pour le coup, moi, c'est un outil que je sens beaucoup, mais je ne trouve très peu d'informations dessus. Ça a été annoncé il y a quelques temps, donc j'attends de voir ce qui va sortir. Ça m'a l'air Ok. de ressembler aussi bien dans la communication et ça ressemble beaucoup à Notion. Et j'attends de voir ce que ça va donner parce que je pense que sur les intégrations que tu peux avoir avec Excel, avec PowerPoint, avec des outils comme ça peut être assez puissant. Et j'avoue ne pas avoir, alors pour le coup, c'est vraiment pas que je veux pas vous donner l'info, mais c'est vraiment que je n'ai pas d'infos. Et j'attends de le tester. J'ai déjà même demandé à des collègues qui sont plus côté Teams s'il n'y avait pas des previews, des choses comme ça. Et c'est assez obscur. Donc j'attends de voir pour le coup. Je suis Non mais comme vous, c'est on est à la ouais. même étape, hein. Finalement, c'est un petit peu le composant un peu wiki, gestion des données qui manque peut-être à Teams actuellement, quoi. Un Bah, peu, t'as une enfin, partie wiki dans Teams, mais ouais. en effet, j'aimerais bien voir à quoi ça peut ressembler. Après, je sais pas s'il sera possible de partager des pages avec des utilisateurs externes, etc. Ça amène une vraie réflexion là-dessus. Il y a le système de table aussi que t'as dans Notion, est-ce qu'il sera aussi présent? Mais j'attends de voir parce que pour le coup, je dois dire que Notion a mis la barre vraiment haute, donc aussi de voir finalement est-ce que ça rivalise ou pas. Et c'est, c'est un outil qui, pour le coup, risque d'être assez intéressant. Super. Et ben écoute, super intéressant tout ça. Peut-être pour finir, est-ce que tu as justement un peu dans cette lignée-là, un peu d'autres informations sur justement un petit peu la roadmap de la Power Platform? Et puis peut-être toi aussi sur quoi tu vas travailler dans les mois qui viennent. Donc sur les aspects de roadmap, tu en as plusieurs. Le premier, continue à faire des applications collaboratives où tu vas pouvoir travailler ensemble sur la même app, même automatisation, hein, c'est la même chose. Ensuite, tu vas avoir aussi, j'ai vu dans la roadmap qu'il y a la partie Fluent UI. Donc Fluent UI, c'est l'interface, toutes les interfaces Microsoft. C'est on va dire le code d'UX de Microsoft pour faire des applications Power qui vont être beaucoup plus jolies qu'avant. Donc ça aussi, ça arrive dedans. Ensuite, tu as tout ce qui est relié à l'intelligence artificielle. Et là, ça englobe aussi bien AI Builder que j'ai pu présenter avant, mais aussi tout ce qui va être GPT-3, de pouvoir encore plus favoriser le développement d'applications de manière assez simple. Et enfin, tu as toute cette partie pro-développeur, l'intégration de Power Apps avec des outils comme du GitHub, comme du Visual Studio, qui vont vraiment s'adresser vraiment à des pro-développeurs. Donc il y a toute cette partie-là qui est dans la roadmap, des intégrations avec Teams qui vont être encore plus fortes que par le passé. Et, euh, et voilà, donc je dirais que c'est ça la roadmap. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés pour tous les aspects de roadmap, il y a Microsoft Build qui arrive. C'est l'événement Microsoft réservé aux tech où ils vont annoncer beaucoup de nouveautés. Il y en a que je peux pas vous partager malheureusement, mais qui pour le coup sont vraiment cool. Et donc je vous invite à aller les voir parce que voilà, il y a des choses sympas. Super. Bah écoute, C'est au mois de merci mai, je beaucoup. crois. Ok, bah pareil, je mettrai le lien. Merci beaucoup pour tout ça. C'était hyper intéressant, ça te plongeait un peu en profondeur, vraiment, et puis vraiment de par quelqu'un de l'intérieur sur tous ces outils, sur toutes ces choses qui sont très méconnues, tout cet écosystème, alors que pourtant, comme on le disait, hein, beaucoup de gens y ont accès. Donc voilà, super, merci beaucoup. Je mettrai tous les liens, ta chaîne YouTube. Où est-ce qu'on peut te contacter éventuellement? Tu es sur le Slack de No Code France, évidemment. Voilà, Est-ce que sur le quel est le Slack, meilleur moyen? Slack, t'es sur Twitter, sur LinkedIn? LinkedIn, sur Twitter ou sur YouTube. Si j'ai déjà fait une vidéo sur un sujet comme pour un, ben dans le commentaire, je réponds en moins de 24 heures
je suis automatisé tel un Power Automate, donc Super, et bah merci beaucoup, à très bientôt Elliot. merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Encore un nouvel écosystème entier que l'on découvre là. Plein d'outils, alors on n'a même pas parlé d'un seul outil, on a parlé de plein d'outils. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à partager si ça vous a plu, voilà, à réagir sur le Slack de No Code France, sur le channel Podcast Contournement, c'est le meilleur endroit, c'est là aussi où je partage l'épisode. Et si vous testez un petit peu tous ces outils, n'hésitez pas à me dire surtout ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous les avez trouvés accessibles? Est-ce que vous les avez trouvés intéressants? Est-ce que vous avez des cas d'usage pour eux? Est-ce que dans votre entreprise vous les utilisez déjà? Voilà, c'est toujours intéressant un petit peu d'avoir aussi des feedbacks. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, je me pose même la question, est-ce qu'il n'y aurait pas une opportunité de faire des formations à ces outils chez Contournement? Voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé si vous avez écouté jusqu'ici. Merci beaucoup, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On parlera no-code, comme toujours vous allez me dire, mais aussi sécurité, avec Benoît de Montclair, qui est un expert en sécurité et qui s'intéresse tout particulièrement aux outils no-code, la sécurité des outils no-code. Un vaste sujet sur lequel, à mon avis, vous en savez pas assez, si je peux me permettre, en tout cas sur lequel on n'est pas assez sensibilisé, et donc voilà, on va se faire un petit épisode là-dessus. Benoît a beaucoup de choses à partager sur le sujet, donc ça va être super intéressant et j'ai très très hâte. Alors abonnez-vous, et moi je vous dis à la semaine prochaine.